Bonjour Stéphane Jambu, je suis très content de t'accueillir sur le podcast Comme Julien. Comment vas-tu? Impeccable, Julien, merci de m'accueillir. Donc, tu es un spécialiste du e-commerce. C'est ce dont on va parler aujourd'hui. Notre sujet, c'est surtout comment faire connaître son produit sur Internet quand on ne s'appelle pas Amazon. Donc, on va débattre sur ce sujet ensemble. La première question que j'ai pour toi, c'est comment s'y prendre au démarrage, soit d'une entreprise ou au lancement d'un produit. Alors, je dirais que quelque part, bien sûr, ça dépend des moyens dont on dispose. Donc, clairement, on a deux possibilités. Soit on a les moyens de faire les choses bien parce qu'on a levé des fonds ou on a de la love money, tout ce qu'il faut et peut-être une équipe, on n'est pas seul. Auquel cas, on devrait faire une étude de marché pour vraiment commencer dans les bonnes dispositions. Moi, je pensais, comme beaucoup, que voilà, j'y connaissais pas grand-chose, on va dire, dans ce domaine, et je pensais que les études de marché, c'était quelque chose d'un peu cher, et surtout fait à l'ancienne, tu vois, avec des méthodes, oui, d'il y a 20 ans, 10 ans, et que je n'en avais pas besoin. Et quand j'ai lancé mon e-commerce, je suis allé un peu en me disant, mais voilà, c'est pas grave, il y a du volume, j'aurai forcément des acheteurs. En réalité, c'est loin d'être aussi simple aujourd'hui. Peut-être il y a 10 ans, quand je me suis lancé, c'était faisable. Aujourd'hui, la concurrence est délirante, elle est terrible, et se lancer sans une étude précise de comment ta marque, ou au moins ton approche sera perçue par les gens, comment les toucher précisément et avec quels moyens exactement y aller, et comment dépenser l'argent en question, c'est déjà se mettre une sacrée balle dans le pied. Et maintenant, on le fait. Oui, il y a des gens qui sont spécialisés dans ce domaine, j'en connais. Je travaille même avec certains. Pour certains de mes clients, je leur dis, on reprend au départ, votre marque n'est pas au point. Est-ce que vous connaissez vraiment vos futurs clients? Est-ce que votre étude de marché est bonne? Et parfois, on reprend à zéro. Et franchement, je vois des choses qui sont structurantes, qui ressortent, qui sont très intéressantes. Et on le fait avec le web. On regarde les concurrents par le web, on regarde comment ils se comportent, Mhm. tout un tas de choses, et on apprend énormément de choses. Bon, alors on va voir après ce qu'on fait si on ne peut pas le faire, mais en admettant qu'on a les moyens. Donc on fait l'étude de marché. On a les moyens évidemment d'avoir des fournisseurs bien calés, c'est-à-dire on sait, soit on a une exclusivité, soit on sait que c'est un fournisseur qui ne va pas nous lâcher dans 6 mois, un an, qui a du choix et qui sera là toujours pour nous et qui sera un bon fournisseur. Mhm. Ou on a des méthodes de production si on produit nous-mêmes, que ce soit du service ou des produits d'ailleurs, hein. En service aussi, il faut savoir envoyer la sauce en cas de succès, Ouais. garder la qualité bien sûr. Donc tout ça, c'est des process qui sont censés être déjà en place avant. Alors on peut vendre petit pour démarrer, mais à un moment, il va falloir enclencher. Si on pense qu'on n'est pas confiant dans notre capacité à monter en puissance, ça va être compliqué. Donc partir seul, déjà, c'est difficile. Partir sans expérience, c'est difficile. Et puis, si on a des capacités de production, encore une fois, qu'elles soient bien calées. Et bien sûr, rentable, que ce ne soit pas au prix d'avoir des tarifs beaucoup trop élevés, etc. Moi, je considère qu'il faut également avoir un site marchand qui cartonne, un truc vraiment de qualité. Mhm. Si on fait un site marchand, ce que j'appelle au top, c'est un site qui va vite, un site qui convertit, un site qui est beau, un site qui est bien conçu. Voilà, des choses vraiment bien calées à ce niveau-là, et ça a un coût non négligeable, qu'on parte sur du Magento, du PrestaShop, même sur un WooCommerce ou d'autres solutions plus haut de gamme encore. Après, si on part avec un Shopify, pourquoi pas, ça a ses avantages aussi. Mais en tout cas, il faut faire les choses vraiment dans ce domaine, chacun de ces domaines-là, être un petit peu au-dessus de la moyenne, ce qui est quand même pas très compliqué. Tout le monde est loin d'être irréprochable, et donc en faisant du bon boulot, on arrive quand même à avoir un bon site, mais c'est pas donné non plus. Il faut un hébergement, à mon avis, surdimensionné. Je parle beaucoup d'e-commerce là, mais si on n'a pas l'hébergement qui cartonne aussi, si on se fait dépasser, là aussi, encore une fois, que le site ralentit parce qu'on a trop de clients, on va avoir un sacré problème. Donc il faut bien caler cet aspect. Et puis après, ben, on est censé avoir une équipe en interne et des prestataires qui nous accompagnent. Donc ça veut dire des gens qu'on a bien sélectionnés qui sont des vrais pros. Et puis après, ben, on lance le web marketing.
Donc là, ça veut dire on déploie toute la stratégie, la com, le référencement naturel, les liens sponsorisés, les réseaux sociaux et l'emailing, notamment, voire de l'affiliation. Si on n'a D'accord. pas tout ça, admettons qu'on n'ait pas tout ça, on n'a pas les moyens, alors on peut commencer petit, c'est-à-dire on commence sans étude de marché. On a des fournisseurs et une production un peu comme on peut, on teste le truc et on essaie de s'améliorer derrière. On a un site marchand pas au top, on a un hébergement qui n'est pas surdimensionné, on a une équipe uniquement interne et pas de prestataire, on ne se fait pas accompagner parce qu'on est un ou deux ou trois dans son garage, hein, tout le monde peut commencer comme ça. On n'a pas de stratégie de com, on a que du référencement, et payant ou pas payant. On n'a pas les moyens de faire les réseaux sociaux, ce qui coûte cher et qui est plutôt dans le branding que le selling. Ça sert plutôt Mhm. pour la marque que pour la vente, donc c'est quand même cher. Et du long terme, les réseaux sociaux, à mon sens, souvent, on n'a pas d'affiliation, on n'a pas une logistique optimisée. J'ai oublié de parler des derniers points, mais le service client n'est pas au point non plus. Les partenariats, il n'y en a pas beaucoup. Voilà. Donc, on peut le faire sans tout ça, mais sans certains de ces éléments-là, mais c'est pas évident et on prend un risque non négligeable. Donc, comment on fait pour passer d'un e-commerce qui est de taille très raisonnable, de taille modeste, à quelque chose d'un peu plus grand? Est-ce que c'est possible déjà et quels sont les moyens pour pouvoir y parvenir? Alors effectivement, quand on démarre avec des moyens limités et qu'on est un peu seul et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, c'est très difficile parce que la rentabilité, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Mhm. Et du coup, ce qui grandit, si on a le stock, hein, si on fait le stock nous-mêmes et que le stock grandit parce qu'on veut augmenter son offre, déjà c'est le stock qui est riche, c'est pas nous qui sommes riches. Bon, nous, par exemple, avec ma femme, on a démarré avec 1 000 euros et on a quand même réussi à faire 30 000 euros de chiffre d'affaires la première année, puis Ouais. 60 000, puis 120 000 la troisième, toujours en autofinancement. Mais quand même, le stock, lui, il gagnait en valeur parce qu'on augmentait notre offre, on stockait chez nous, ou certains en ont un petit entrepôt ou autre, mais le problème, c'est d'arriver à payer les gens qui sont dans l'e-commerce tout en payant le stock, tout en payant la pub, tout en payant les prestations, etc. Et si la marge de base n'est pas suffisante, si tu n'as pas une marge de 30-40% brut avant effectivement paiement des salaires, etc., et que tu ne fais pas un chiffre d'affaires suffisamment important pour pouvoir payer ces salaires et toutes ces problématiques-là, tu ne pourras pas en plus t'autofinancer pour grandir. Ouais. C'est encore en plus. Donc normalement, ce qui se passe, c'est que tu es censé présenter un business plan qui tient la route au démarrage de ton projet. Et si tu vois, c'était trop petit, il faut en refaire un autre et aller voir ton banquier ou d'autres financiers en leur disant, voilà, je démontre une traction. J'ai montré que dans les premiers mois, les premières années, j'ai fait tant de chiffres avec une rentabilité correcte. Je n'ai pas les moyens de me financer, mais je sais que si j'en avais, je pourrais passer à ce cap et arriver à tel et tel chiffre. Pouvez-vous m'aider? La personne prendra peut-être des parts, etc., ou fera un prêt d'honneur ou je ne sais quoi, mais Mhm. seul et sans argent, effectivement, ça va être très compliqué. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut toujours s'entourer. Que ça C'est soit peut-être pas forcément au tout début, mais étape par étape, il faut vraiment apprendre à grossir, mais pas à grossir seul, à grossir en équipe. Oui, oui, si j'ai appris quelque chose en 10 ans d'entrepreneuriat, c'est vraiment savoir aller chercher des personnes autour de moi qui vont m'apprendre à avancer. Elles vont pas m'avancer elles-mêmes. En fait, mon tort, c'était d'aller chercher des gens en pensant qu'elles allaient vraiment m'aider par elles-mêmes. Qu'elles Mhm. allaient te dire, bien sûr, ce que tu fais, c'est génial, je te donne du pognon, je te donne mon temps, je te donne mon réseau. Non, tu rêves, tu n'auras rien de tout ça. Peut-être qu'on peut trouver un fantastique mentor ou quelqu'un de très généreux, etc. Mais en réalité, c'est tellement rare qu'il ne faut pas compter dessus. Il vaut mieux prendre les bons conseils ou s'auto-former et s'entourer effectivement de gens bienveillants autour de soi qui vont nous aider à trouver d'autres personnes qui vont eux aussi nous faire un réseau, etc., et qui vont nous soutenir déjà moralement, puis derrière, par des bons conseils vraiment concrets, hein, pas Oui. de la théorie ou des vendeurs de rêves, comme on trouve beaucoup sur Internet, mais quelque chose qui va t'aider à prendre des bonnes décisions, à prendre les bons risques, parce qu'entrepreneur, c'est ça, c'est forcément prendre des risques et prendre les bons au bon moment. Le timing est super important, et ça, malheureusement, c'est très compliqué de savoir à l'avance si on a le bon timing. Mhm. En tout cas,
il faut peut-être assurer beaucoup ce qu'ils ont, c'est une sorte de boulot à la base. Enfin voilà, par exemple, tu es déjà consultant et tu fais ta boîte à côté en plus, quoi, pour vendre quelque chose. D'accord? Si tu n'as qu'un seul revenu et que tu n'as pas assuré tes arrières, donc certains partent avec de l'argent, ils peuvent tenir 2 ans, etc. Très bien. Mais il faut quelque chose. Mmh. Parce que si ça ne marche pas, tu es obligé d'avoir une porte de sortie, ne serait-ce que mentalement. Dans ta tête, tu dois pouvoir te dire, OK, c'est pas grave, je mets en sommeil et je reviens dans un an plus fort. Et pendant ce temps-là, je reprends un boulot ou je fais autre chose. Mais si tu n'as aucune porte de sortie et que tu joues tout et que tu peux perdre, alors tu vas mal dormir. Très, Donc je très bien. dirais non seulement bien s'entourer, mais surtout avoir un état d'esprit qui tient la route avec oui, une capacité à rebondir de toute façon. Surtout que dans le monde de l'e-commerce, la problématique en tant que telle, je dirais, c'est contrairement à un consultant qui vend ses services, le e-commerce a du stock. Le stock, faut le payer. S'il dort à la maison et qu'il n'est pas vendu, c'est du stock qui coûte de l'argent et qui ne rapporte rien. Donc ça peut être très compliqué pour un e-commerce de justement, quand on démarre, d'essayer de vendre et par exemple de ne pas réussir. Du coup, ben, il vaut mieux en prendre peu Ouais. par type de produit, très bien, mais même là, des fois, on a 50% des fois qui ne partent pas. Alors du coup, on fait des promos, on les donne quasiment, ou on se dit ça viendra plus tard. Tu les vends un jour, il n'y a pas de souci. Il y a bien quelqu'un un jour qui achètera ton truc en promo. Ça peut durer 4 ans, 5 ans. Et effectivement, cette valeur que tu as achetée, tu ne peux pas. Voilà. Donc le grand secret d'un bon e-commerçant, en fait, effectivement, c'est d'avoir le moyen d'écouler ses stocks d'invendus. C'est le premier conseil qu'on m'a donné dans les premiers lieux de vente directe auxquels je suis allé. On a pris nos produits et on est allé dans un comité d'entreprise Ok. et on a posé nos bijoux et nos montres et on a dit voilà, on les vend aux gens du comité d'entreprise. Et il y avait des gars qui étaient là, il y avait deux hommes visiblement très expérimentés qui vendaient des fringues. Ils m'ont dit le grand secret du commerce, c'est de gérer ses invendus, de savoir les donner, enfin les céder, mettons un déstockeur ou quelque chose. Tant pis si tu n'en tires pas grand-chose, c'est quand même de l'argent qui va rentrer. Et ça sera plus dans ta tête et tu passes, puis tu produis, enfin je veux dire, tu proposes autre chose à tes clients, donc forcément, il faut que ça tourne, quoi, hein. Cette problématique ouais, de renouvellement des stocks est très très importante, très compliquée. Ok. Et si on passe un peu du côté vraiment e-commerce, par exemple de la plateforme, moi j'imagine, de mon point de vue, je suis pas forcément un spécialiste de e-commerce, mais de mon point de vue, j'imagine que par exemple les commentaires clients, ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être de l'enrobard, comme ça peut être quelque chose de très destructif pour un produit. Comment gérer ça? Puis bah, déjà, est-ce que c'est important? J'imagine que oui, mais comment les gérer, ces commentaires clients, et comment les valoriser? On voit bien, on parlait d'Amazon, hein, effectivement, les avis clients sont fondamentaux. Amazon, n'oublions pas, n'a réussi que parce que depuis 98, je crois, dans l'interview de 1998-99, Jeff Bezos a dit ma boîte n'a qu'une obsession, c'est la satisfaction du client. Et forcément, si tu as des mauvais avis clients, ça va être un problème. Donc, ils vont te donner le là. C'est eux qui vont te dire si tu t'es planté ou pas. Tu dois respecter ça au maximum. Il faut le faire. Mhm. Prenons des avis clients. On peut les modérer un petit peu en disant à certains, vous êtes allé un peu loin, c'est pas vrai, vous êtes trompé, vous n'avez pas compris ce que je fais, etc. Très bien, on peut le faire. Ça m'arrive de dire à un client, non, vous êtes pas, c'est injuste. Mais la plupart sont justes quand même, et je dirais que c'est le pouls de notre entreprise. Donc, et puis en général, on a des bonnes notes. Je veux dire, il faut avoir des bonnes notes. Donc c'est bon pour toi. Si tu fais du bon boulot, ça se saura et c'est la base, quoi, hein. Donc c'est de l'or en bas. Et est-ce que justement, il faudrait pas par moment se planter sur certains produits pour pouvoir mieux réussir d'autres? Enfin, c'est comme tout dans la vie, hein, c'est philosophique, il faut se planter pour mieux réussir. Ok, d'accord, mais moi non, pas trop. En fait, je dirais faire des essais, d'accord, oui, fais des tests. Proposons des choses aux clients un petit peu novatrices. Mais de là à se dire j'ai envie de me planter. Non, enfin, proposons des choses et puis effectivement, si des catégories de produits ne marchent pas, tu te la supprimes et les avis partiront plus ou moins avec, en tout cas sur les produits. Sur la... Normalement, tu as avis produit et avis de l'entreprise, hein, quelque part du site e-commerce global, hein. Si quelqu'un me donne un avis sur un produit au niveau de l'e-commerce, je lui dis non, monsieur, vous êtes trompé, je retire l'avis.
Pas parce que vous avez été livré très vite ou très lentement ou je sais pas quoi que ça vous a plu que c'est un avis Mhm. pertinent. Il est pertinent si il me parle de service client, de qualité de mon site, de l'offre en général, la globalité de l'e-commerce. Après, sur la commande en question et le produit, c'est l'avis produit qui va compter. D'accord. Deux choses différentes. Et justement, quand tu vends en e-commerce, il faut quand même que tu décrives ce produit. Et j'imagine qu'il y a des mots-clés assez importants à utiliser. Comment trouver ces mots-clés? Comment avoir du contenu pertinent? Alors déjà, j'ai tendance à penser en tant que référenceur professionnel, ce que j'en fais beaucoup, c'est on n'envoie pas les fantassins à la guerre les moins armés. En départ, on envoie toujours son armée la plus, enfin les meilleurs quoi. T'envoies les meilleurs, pas les petits jeunes qui débarquent. On a vu ce que ça donne au Vietnam. Et si tu veux, non, il faut envoyer les catégories produits à la guerre. Donc, normalement, hein. Après, si ton produit, effectivement, est recherché en tant que tel, très bien. Tu fais, je sais pas, un aspirateur Dyson, tel modèle, ok, c'est lui qui va à la guerre par rapport aux autres, enfin d'ailleurs, par rapport aux autres aspirateurs Dyson de tel modèle des autres e-commerce. Ouais. Déjà, pas par rapport à Rowenta. Ça, c'est déjà deux marques qu'on va comparer. Mais bon, bref, sur une fiche produit. Ok, admettons que ce soit la fiche produit qui devait être mise en avant par rapport à la concurrence, alors fais le plus de contenu possible. Un exemple très simple, on va arrêter là. Amazon Kindle. Vous allez voir la fiche produit d'Amazon Kindle et vous avez exactement, et encore malheureusement on est chez Amazon, ce qu'il faut faire. Il y a des super photos, des super explications, des vidéos, des avis clients, il y a tout, 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 tout. Donc faisons ce genre de fiche produit et on aura la quintessence de la perfection. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est plutôt envoyer les catégories à la guerre. Aspirateur, je vais être premier sur aspirateur Mhm. normalement, plutôt qu'autre chose. Donc, du coup, ouais, là, il y a un problème, c'est un mot générique. Donc, moi, ce qui me gêne un peu, c'est qu'effectivement, beaucoup d'e-commerce ne comprennent pas, et moi le premier, parce que même le mien n'est pas bon sur ce sujet, mais c'est pour d'autres raisons, parce que je vends beaucoup plus sur les places de marché, justement, que sur mon site, notamment à l'international, en France, etc. Mais voilà, Ouais. j'ai décidé de ne pas pousser cet aspect-là, au départ par manque de moyens et de connaissances, puis maintenant par fainéantise et par ras-le-bol. Mais la réalité, c'est que il faut faire du bon contenu sur son page catégorie de son e-commerce. Par exemple, prenez topchaleur.com qui vend des poêles à granulés Ouais. et vous verrez dans les catégories les poêles à granulés ou poêles à bois, ils ont deux contenus. Ils en ont un en haut, une petite introduction, et un gros en bas. Les avantages des poêles à granulés, à quoi ça sert, comment on l'installe, machin. Tout ça, c'est dans la catégorie de produits. C'est pas gênant parce que c'est en bas. C'est après la liste des poils qu'ils vendent avec les prix, hein, comme partout. Donc du coup, Google, il voit ça. Il se dit, voilà quelqu'un qui sait de quoi il parle, c'est un bon expert, c'est clair, cette page catégorie est bien renseignée. Et derrière, tu rajoutes du contenu en plus à côté. Par exemple, des pages qui vont repousser cette page-là, la pousser c'est au sens référencement naturel, avec Mhm. du contenu. Tu relis une page avec un lien aller, un lien retour, des pages autour en fait, ou alors carrément un cocon sémantique qui va faire 50, 100 pages sur le sujet. Ouais. Moi, j'ai fait 20 pages sur les poils à granulés et il est passé de 13e à 1er en moins de 4 mois devant justement Amazon. Enfin, il y avait Leroy Merlin, Castorama, Mano Mano. Et D'accord. un petit, quoi. Il est premier. Et encore aujourd'hui, il est premier. Donc, il a mis quoi, 2 000 € dans son cocon. Bon, je considère que c'est un peu chanceux, mais d'habitude, on met un peu plus, mais il est content, quoi. Donc, et je pense que c'est grâce aussi au travail qu'il a fait sur sa fiche, surtout sa catégorie produit. Qu'on pousse la catégorie poils à granulés. Tu parles de cocon sémantique. Est-ce que tu peux développer très rapidement ce que c'est pour les auditeurs qui ne Euh, connaissent pas forcément ce que c'est? Oui, bien sûr, très simplement, on peut le voir de manière très pragmatique. Inbound marketing, on parle de son expertise pour faire venir les gens à soi. Google, moteur de réponse. Donc, je réponds aux questions des gens via des pages dédiées à chaque question. C'est pas Ouais. une FAQ, c'est plutôt un Wikipédia. Donc, tu fais un Wikipédia sur ton sujet. Celui qui a inventé l'inbound marketing, il vendait des piscines et il a créé HubSpot. Et il s'est aperçu qu'en faisant beaucoup de contenu sur les piscines, comment les installer, comment justement les maintenir, quels sont quel type de piscine on peut faire, à quel prix, j'en sais rien. Donc tout ça, c'était tellement énorme que les gens se sont dit, mais voilà l'expert. Et Google aussi. Google s'est dit, voilà l'expert des piscines. Donc, et puis après, tu l'organises en cocon. Cocon dans le sens où les pages vont être reliées selon une méthodologie très logique qui revient aux bases du web des années 95-2000,
où les pages sont légères, propres, beaucoup de contenu bien rangé dans des répertoires, pas le bazar habituel des CMS actuels, d'accord? Ouais, C'est ouais. papa, maman avec des tags dans tous les sens, des filtres, c'est n'importe quoi. Donc du coup, Google, bon, il est bien gentil, mais à un moment, tu as un crawl budget, comme on dit, hein. Tu as un budget de crawl, il t'est Mhm. dédié. Si tu le dépenses pour faire n'importe quoi, tu ne seras pas bien référencé. Donc on optimise au moins le cocon, lui, il sera propre. Tu auras 50-100 pages super propres, super optimisées, bien maillées sémantiquement. Ça veut dire quoi, une optimisation sémantique? Ça veut dire faire deviner quasiment au moteur de quoi on parle sans en parler. Parce que comme on reprend souvent, nous en France, on a cette habitude de donner l'exemple. Le tigre dans les bois, Tiger Woods, quoi. Donc si tu parles de tigre dans les bois, en tout cas en anglais, ça pose un problème. Donc on parle de golf ou pas? Ok, donc parlons de golf. Ah, c'est Tiger Woods, d'accord. Mais sinon, ça aurait pu être un tigre dans les bois. Euh, Paris quoi? Paris Hilton, Paris la ville, Paris, il y en a plein des Paris. Paris, Texas. Donc du coup, il faut bien expliquer en fait dans la page sémantiquement de quoi on parle. Ouais. On joue au jeu mystère où t'enlèves le mot et tu essayes de comprendre si c'était bien de ça que tu voulais parler. Oui, ok, le robot va comprendre. Et tu as des outils pour ça. Et nous, en France, on est des experts peut-être les plus avancés au monde, notamment avec l'outil Your Text Guru, texte sans E et Guru, G-U-R-U. Ouais. Your Text Guru, fait par Sylvain Perronnet, qui est chercheur chez Quant, concurrent de Google. Il sait très bien de quoi il parle. Mais et voilà, on optimise avec ça, et ça marche très bien. D'accord. Bon, super intéressant. Si on parle maintenant, si on dévie un peu le sujet vers l'aspect communauté, est-ce que il est intéressant de développer une communauté autour d'un produit, que ce soit au démarrage, est-ce qu'il faut y penser? Par la suite, j'imagine beaucoup plus. Mais comment orchestrer tout ça? C'est assez rigolo quand tu le présentes parce qu'en fait, moi, ce que j'ai tendance à penser aujourd'hui, en tout cas en tant que personne, Mhm. personal branding, mais ça vaut aussi pour les marques, à mon avis. Crée d'abord ta communauté, tu pourras vendre après. C'est fondamental. Très compliqué. Quand on m'a dit ça, j'ai dit merci mon gars, hein, j'en ai pour 2 ans de boulot. Oui, tu en as pour 2 ans de boulot, peut-être. Peut-être moins si tu sais faire le buzz. Peut-être moins si tu sais mettre de ton côté la relation presse. Enfin, faire de la relation presse de qualité. Donner quelque chose sans demander. Tu auras une communauté. Faire un site communautaire et éducatif pour commencer. Tu auras une communauté. Bonjourdefrance.com, c'est un site qui donne des cours de français aux étrangers gratuitement, avec plein d'exercices, un forum. Bonjourdefrance.com est donc très bien référencé par Google. Mhm. Il y a une communauté. Après, qu'est-ce qu'ils vendent? Eh bien, il y a une agence qui vend des cours de français aux étrangers qui s'appelle Azure Lingua, qui est à Nice, et ils vendent des cours. Ils ont leur communauté qui pousse le site, le gros site Bonjour de France va pousser le petit site Azure Lingua, super bien référencé sur Google, et en plus, ils savent à qui ils vendent les cours de langue. Donc, commençons par créer notre communauté. Si on le fait après, admettons, ok, on le fait après, mais on ne fait pas le faire mal. Parce que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met nos produits en ligne, puis après, on dit, bah tiens, je vais aller sur Facebook, créer ma communauté pour leur vendre mes machins. Mais tout le monde s'en fout. Ça n'a aucun intérêt. Je veux dire, tu vends des tubes en plastique, tu fais comment? Ben, trouve pourquoi tu fais des tubes en plastique. Je pense que tu as traité le why il n'y a pas longtemps avec Stéphane Brio. Ouais. Pourquoi? En tant que personal branding, c'est là-bas, enfin, en tant que personne. Là, c'est pareil pour une marque. Pourquoi est-ce que Red Bull vend bien ses canettes? Parce qu'elle fait du sport, parce qu'elle fait rêver les gens en les attaquant sur leurs émotions primaires. Ouais. D'accord, il n'y a pas une seule canette sur leur site. Donc, ils ont un storytelling. Et c'est ce storytelling qui a créé une communauté extraordinaire qui pousse, je dirais, la notoriété de la marque qui peut se vendre sans même faire de référencement naturel, parce qu'on cherche Red Bull, on ne cherche pas boisson énergisante, hein. C'est même plus la peine, quoi. Le game, il est mort, c'est fini. Donc, du coup, la communauté, évidemment, elle est fondamentale. Après, ça coûte très cher de la créer, parce là, on est bien en branding. Ouais. On fait Comme tu donc de dis. la marque, Comme tu dis, ça prend du temps. et donc ça prend beaucoup de temps et d'argent, Ouais. et tu gagnes rien. Jusqu'au jour où tu leur dis, ça tombe bien, j'ai un produit pour vous. Ah, et là, tout d'un coup, bam, ça part. Et tout ça, c'est bien beau, mais comment on fait? Donc, pour trouver des raccourcis, par exemple, il y a un bouquin qui est pas mal, c'est Croyez-moi, je vous mens. Ah, Tu j'adore. le connais peut-être, donc voilà. Donc, Ryan Holiday? j'aurais une idée. Donc, Ouais.
un exemple. Il y en a plein, mais voilà. Il y a d'ailleurs pour les auditeurs 2 podcasts sur le sujet. Donc, tu vois qu'on se rejoint, même si j'ai pas écouté tous tes podcasts, je savais pas, mais c'est bien. Donc voilà, oui, bien sûr, la communauté fondamentale, maintenant, pas indispensable. Tu peux faire du bas de gamme, pas cher, et jouer que les prix. Tu fais que le prix, tu tires les marges au max, tu fais du volume, pas besoin de communauté. Les gens vont acheter parce que c'est pas cher, terminé. Ça n'a pas de... Mais bon, la guerre des prix, elle est compliquée à gagner hein, face au Mmh. mastodonte actuel. C'est ça le problème. Est-ce que réellement c'est quelque chose que tu conseilles justement, cette guerre de prix? Et puis, est-ce que c'est quelque chose sur lesquels tu commences par exemple quand on démarre, est-ce que c'est le genre de choses sur lesquelles il faut s'attaquer ou est-ce que c'est plutôt quelque chose sur lesquelles on va une fois qu'on a déjà une certaine assise? Non, mais c'est une question de choix de base stratégique, hein, je veux OK. dire, t'as pas le choix. En fait, le choix, il s'impose par quasiment tes convictions et l'argent dont tu disposes. Si t'as pas d'argent, même si tu as des convictions que tu veux faire du luxe, tu n'auras pas les moyens de toucher les gens qui veulent du luxe, parce qu'il faut leur parler d'une certaine façon, il faut un site solide, il faut tout soit solide. Ouais. Donc si tu n'as pas d'argent, c'est mort. Si tu as de l'argent et que tu n'as pas de conviction, c'est pas grave, tu peux quand même faire du low cost. Je veux dire, la conviction, faire la qualité haut de gamme, hein. Mais l'idéal, évidemment, c'est de vendre cher, avec une grosse marge. Mais bon, il faut les moyens, quoi, c'est tout. Après, aller à la guerre des prix, par principe, parce qu'on n'a pas le choix et qu'il faut le faire, ok, vas-y, mais il faudra que tu sois conscient qu'il faut du volume pour compenser. Et donc, il faut produire derrière, il faut être bien organisé et tout le temps dans la guerre des prix et dans les premiers, quoi. Et là, Dieu sait que nous, on l'a essayé de le faire, et quand on a vu arriver Azos et les autres plateformes, avec quasiment nos fournisseurs en face, au même prix qu'on achetait, on s'est dit c'est mort, on n'aura pas notre marge. On a trouvé des solutions, mais bon. Donc du coup, on s'est adressé à des places de marché spécialisées. Par exemple, je vendais des bijoux et des montres sur Amazon, c'est Discount, Price Minister, Ouais. des sites très puissants, mais pas dédiés bijoux, quoi. Maintenant, je vends sur Mati et La Redoute. Ils font que des bijoux et de la mode. Les gens se posent moins la question. Ils ont moins l'aspect prix, ils sont plus sur l'aspect service, justement, qualité, etc. Et donc, moi, je fais du bas prix avec ma femme, mais en proposant quelque chose en plus, ce qui justifie un prix quand même Mmh. plus cher que les plateformes de base hein, qui vendent de la Chine. Donc, on peut commander en Chine, mais on n'aura pas le délai, on n'aura pas un remplacement en 8 jours, on n'aura pas un an de garantie. Tout ça, nous, on le donne. On n'aura pas une personnalisation gratuite en plus. Tout ça, Ouais, on le fait. Donc, on n'a pas honte de ce qu'on fait. Il faut bien qu'on justifie le prix. c'est Si ça. c'est pour vendre la même chose et le déposer dans un sachet et dire c'est 3 fois le prix, j'aurais honte. OK. Donc je le fais pas. Donc on donne un truc en plus. Il faut trouver aussi pourquoi tu es un peu plus cher que le prix le plus bas, sachant qu'attention, le moyen de gamme n'existe pas vraiment. C'est l'un ou l'autre. C'est très bas ou très haut, mais entre les deux, ça passe difficilement. Parce que les OK. gens veulent une marque, dans tous les cas, hein, même dès que tu mets un peu d'argent, ils veulent la marque. Donc la marque, il faut la créer, c'est terrible, quoi. Donc monter les prix en se disant je vais monter un peu en gamme, on l'a fait, ça marche pas. En tout cas pas dans le bijou pour nous. Pourtant la qualité était exceptionnelle. OK. C'est comme ça. D'accord. Donc ça dépend vraiment des secteurs d'activité et Je du dirais qu'il produit. faut justifier son prix dans tous les cas et voilà, c'est ça, pas simple. OK. Est-ce que tu as des outils que tu utilises pour faire connaître ton produit? On en a parlé au tout début et tu m'as dit que c'était pas si simple que ça parce qu'il y en avait beaucoup. J'ai dû Il y a utiliser de 300, 400, 500 outils depuis que j'ai commencé, mais comment dire, des outils, faire connaître son produit, des process peut-être, mais on en a déjà parlé un peu, mais des outils. Alors si on passe du côté un peu gros hacker, c'est ça? Mmh. C'est-à-dire des techniques de vente Ouais, vraiment effectivement. malignes, sans payer le prix, etc. En tout cas, à titre personnel, je vends mes services, effectivement, en tant qu'expert référencement et e-commerce. On va dire que c'est un produit, enfin c'est un service, c'est pareil. Je le vends en utilisant des méthodes ben, j'utilise des bases de prospects que j'achète. OK, J'utilise des outils de prospection automatique sur LinkedIn, donc des OK, robots qui sont pas vraiment autorisés, mais bon, qui sont tolérés quand même. J'essaie de pas trop embêter les gens, je leur donne des messages intéressants quand même, sans les agresser. Je leur dis voilà, j'ai écrit tel article. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'on peut en parler? Mais un produit, mais justement, moi, les outils que j'ai utilisés, c'est les marketplaces.
Ok, J'ai c'est ça aussi. eu, on vend nos produits sur ceux qui ont l'espace pour le vendre. Donc Amazon, La Redoute, etc. Donc j'ai pas peur d'Amazon parce que si il me rapporte plus qu'il ne me coûte en quelque sorte. Et puis le jour où c'est plus possible, ça veut dire qu'il faut que je change de catégorie de produit. Et puis le renouvellement, bah, c'est la vie, quoi. On n'a pas le choix. Beaucoup se disent, on va me copier, je vais perdre ce que j'ai fait. Bah ouais, mais si on peut te copier, c'est que Mm. t'es pas unique et c'est tout. Il faut donc que tu changes régulièrement et s'adapter. Donc si tu as peur de la concurrence, tu as un vrai problème de base. Bah, je pense que Euh, tu n'es peut-être pas bon dans le business parce que il y a de la Mais beaucoup ont concurrence peur de la partout. concurrence. Hein? Ouais. Ah oui? Et donc tant pis, il faut y aller, quoi. Et la concurrence pure et parfaite, elle est sur AdWords pour commencer. Parce que sur AdWords, ça pardonne pas. Euh, Tout le monde y est, et puis si t'es pas assez bon, bah, tu vas baisser, tu paieras ton clic plus cher. Et si t'es super bon, bah, tu paieras ton clic moins cher pour la même position. Donc, Stéphane, tu préconises Google AdWords pour notamment faire la promotion des produits. C'est bien ça? oui, je dirais que AdWords, c'est le meilleur moyen pour savoir où on en est, parce que si ça passe pas sur AdWords, peut-être notre produit ne se différencie pas assez des autres ou notre service, et que donc la concurrence est trop forte. Par exemple, dans un rachat de crédit, hein, où le clic est à 40 euros, si on voit que en face, on a quand même Cofinoga et d'énormes boîtes, des banques, etc., qui se battent très fortement pour être premier sur cette requête en AdWords, premier, Ouais, deuxième, troisième, etc. Déjà, ça nous donne une indication du niveau du référencement naturel qu'on devra mettre en place. Et clairement. puis même sur AdWords même, c'est pareil, quoi. Ça veut dire où est la rentabilité si on ne l'a pas avec AdWords, c'est peut-être qu'on ne l'aura pas en tant que tel. Du coup, est-ce qu'on n'a pas le moyen de faire une offre un peu différente, trouver la fameuse vache pourpre dont parle Seth Godin, Mhm. et pas se heurter à un mur absolument énorme avec des gens même qui, à la limite, qui vendent à perte et tout ça. Donc, après, par contre, si AdWords passe, alors là, on a une machine à cash qui est extraordinaire, puisque si on paye, c'est mathématique le e-commerce, hein, si on paye, mettons 1 euro le clic et que tous les 100 clics, on a 3 clients à 150 euros, on rentre 450 euros pour 100 euros investis. Investi. Ouais. Plus bon, le coût de gestion de la campagne, l'agence peut faire payer, mettons 500 euros l'ensemble des campagnes, mais si tu mets 3 ou 4 000 et 500 en plus, ta rentabilité reste bonne. Donc, puisque 4 000 va engendrer 20 ou 30 000, Ouais. 15, enfin bref. Ouais. C'est un multiplicateur AdWords, donc normalement tu mets 1 pour gagner entre 3 et 7 en Ouais. moyenne, hein. Donc il En faut quand moyenne. même qu'il y ait à peu près ça. Donc si c'est pas ça, c'est que soit tu fais de la marque sur AdWords et tu perds de l'argent et voilà, c'est assumé, soit non, tu veux vendre, faire de l'argent et donc AdWords, tant qu'il est rentable, on doit en mettre. Et si on peut mettre 100 000 euros, mettons 100 000 euros dans AdWords. L'important, c'est qu'on récupère 400 ou 500 000. Mhm. Tant qu'on peut produire, etc., AdWords est la machine à cash. Maintenant, le problème, souvent, c'est les petits paniers. Si tu as un panier à 15 euros, et même si le clic il est pas cher à 10 centimes, et que tu convertis à 1 sur 100, tu as un problème. Ouais. Tu vas payer 10 euros d'AdWords pour 15 euros de panier. Donc, les petits paniers sont exclus quasiment d'AdWords de fait, parce que leur taux de transfert n'est pas forcément hallucinant, quoi. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. C'est pas parce que c'est moins cher que ça se vend automatiquement, il y a quand même de la concurrence. Et c'est ça un vrai problème. Donc, Ok. et si tu es exclu d'AdWords, alors tu me demandes peut-être la question suivante serait les réseaux sociaux, je ne sais pas. Ouais, tout à fait. C'est là où j'allais en venir. Est-ce que il faut plutôt privilégier Facebook ou une autre plateforme que Google Ads? Toi, tu parles de Google Ads direct. Je pense qu'en effet, dans le e-commerce, c'est extrêmement important de passer d'abord sur Google Ads. Je pense que Facebook n'a pas les mêmes, comment dire, ça n'a pas les mêmes utilisations. C'est pas fait pour la même chose. Non, parce qu'on a beaucoup de mal à vendre directement sur Facebook. Certains le font, mais c'est des petits volumes, c'est des choses très particulières. Ouais. Et pour un e-commerce qui tient la route, d'ailleurs, est-ce que tu vois des gros e-commerce faire des pubs sur Facebook? Non. J'ai pas l'impression. Non, c'est des petits gars qui s'imaginent qu'ils vont faire de l'argent avec. Certains le font, Mhm. mais un sur combien?
Ouais, Et du coup, non, Facebook, c'est fait pour faire de la notoriété, faire, comme on disait, la exactement. communauté, Ouais, faire parler de soi, du branding, et ça coûte beaucoup d'argent, mais de là à vendre, ça va être très compliqué. Alors Instagram a l'air un petit peu plus dynamique là-dessus, mais ça reste à prouver. Et puis, de toute façon, non, si, il y a une méthode, c'est celle des très grands professionnels, ils y arrivent. J'ai vu récemment justement un podcast sur la chaîne française de SEO Rush. ok, ouais, C'était un intervenant de Ads Up. ok, ADS-UP, qui est une très grande agence, peut-être la plus grande en France, plusieurs dizaines d'intervenants sur tout ce qui est ads. Et justement, ils ont expliqué comment vendre sur Facebook, notamment et Instagram. Il faut suivre, pour le coup, un tunnel, mais ouais, le tunnel, quoi. Et au départ, tu annonces ta marque, etc., notoriété, etc. Tu vas resserrer, tu vas avoir de moins en moins tu vas t'adresser à des gens qui ont déjà réagi, et à la fin, tu vas leur vendre quelque chose. Mais on leur vend pas quelque chose directement, il faut non, suivre un processus. clairement, clairement. C'est plus compliqué, mais ça marche. Ok. C'est un peu plus long, il y a un peu plus de préparation Mm. certainement, mais, Oui, oui. ça peut se faire, quoi. Et encore une L'erreur, c'est fois, de c'est croire beaucoup. qu'on fait boost, boost et ça va. Non. Non, ça fonctionne pas. Mettre de l'argent sur la table seulement pour faire de la promotion, si c'est pas réfléchi derrière, y a rien à en tirer. Ok, bah écoute, on va terminer cet entretien. Merci beaucoup. Et puis, je vais te laisser déjà le mot de la fin. Eh bien, le mot de la fin, je dirais que tu sais comme moi que l'entrepreneuriat, c'est très compliqué. Donc, on revient un peu au début, hein, c'est partir avec beaucoup de courage, investir beaucoup de son temps, beaucoup de son énergie, toujours y croire, ne jamais croire ceux qui vont vous dire ça marchera pas, s'ils ont des bons arguments. Toujours prendre les avis de gens les plus compétents, les plus expérimentés possibles, parce que les avis des gens, quels qu'ils soient, hein, je veux dire, positifs ou négatifs, de votre entourage proche ou des gens qui ne vivent pas ce que vous avez vécu, n'aura pas de vraie valeur. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est des grands experts qui le Ouais, vivent. Donc, allez chercher les avis de ceux qui vraiment comprennent, qui sont dans vos chaussures, comme on dit, et qui ont vécu ce que vous avez vécu ou qui le comprennent, quoi. Et pas juste les copains, la famille ou ceux qui croient savoir mais qui savent pas. Et c'est pas facile de trouver les bons, mais il y en a, hein. Et du coup, ne jamais, comme on me disait, ne jamais rester seul, mais tout est possible sur Internet. Donc je dirais, il faut foncer et tenter plein de choses. Ce sera dans tous les cas formateur. complètement d'accord. Merci beaucoup, Stéphane. Et puis, je te dis à la prochaine. Merci à toi, à bientôt.